Bonjour à tous, veuillez nous excuser pour ce léger retard. Donc, l'équipe du bureau de liaison du Parlement européen à Marseille vous remercie de nous rejoindre cet après-midi autour de ce débat sur la mobilité internationale. Alors, avant de vous introduire les intervenants de ce débat, je voulais juste introduire quelques mots sur les activités du bureau du Parlement à Marseille. Alors, qu'est-ce que... Voilà, il y avait un écho. Du coup, je disais que quel est le rôle du bureau de liaison du Parlement? Alors, ça consiste à rapprocher le Parlement européen et les députés européens élus avec les citoyens, les associations, les autorités locales et les médias sur le territoire sud-est, puisque nous sommes le bureau d'antenne régionale du Parlement en France. Comment nous faisons ça? On guide les citoyens et les médias qui ont des questions sur les activités du Parlement, sur les activités du Parlement européen. On organise aussi des rencontres avec les jeunes en diffusant des informations, notamment auprès des lycées qui sont membres des écoles ambassadrices ou aussi des jeunes qui participent au programme Euroscola. Et enfin, nous organisons, comme aujourd'hui d'ailleurs, des débats sur des thématiques européennes et des événements annuels, comme dans le cadre de la Journée de l'Europe. D'ailleurs, pourquoi nous avons choisi d'organiser ce débat aujourd'hui? C'est parce que le 18 mai dernier, les eurodéputés ont approuvé lors de la session plénière les nouveaux programmes Erasmus+ et Corps européen de solidarité pour la période 2021-2027. Et l'idée, à travers le débat d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer à la fois le fonctionnement de ces programmes, mais les nouveautés qui sont introduites. Par exemple, on a vu que le budget d'Erasmus+ a été relativement augmenté, que le Corps européen de solidarité détient maintenant son propre budget et que l'enjeu pour la période 2021-2027, c'est de proposer des programmes qui se veulent plus inclusifs, plus écologiques et plus conviviaux. Et d'ailleurs, afin d'assurer une transition harmonieuse avec la programmation précédente, des dispositions du règlement relatives à la rétroactivité ont fait que le nouveau programme Erasmus+ est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Donc, le processus et les appels de candidature ont donc déjà été lancés par la Commission au sein de plusieurs États membres de l'Union européenne. Et dans un second temps, ce débat s'inscrit dans le cadre de la plateforme Ensemble.eu. C'est une plateforme introduite pour les élections européennes de 2014 et qui va se poursuivre jusqu'en 2024. Elle a pour but de rassembler différents profils, à la fois des particuliers, des associations, encore des entreprises, pour leur permettre d'échanger sur l'Europe. Donc, si en tant que citoyen, vous voulez vous engager sur des thématiques relatives à l'Union européenne, en débattre, organiser des activités ou même participer à des activités comme aujourd'hui, je vous invite à rejoindre la plateforme Ensemble.eu. D'ailleurs, notre bureau peut vous y inscrire pour que vous puissiez partager vos idées, vos initiatives et qu'on vous donne ainsi la visibilité sur vos actions pour vous permettre de rencontrer d'autres personnes qui partagent ces intérêts. Alors, maintenant, je vais vous présenter les intervenants du débat, qui sont tous des acteurs de la mobilité internationale. Donc, parmi nous aujourd'hui, on a Florian Zappa, qui est chargé de projets européens au sein du Centre Europe Direct Eurocircle à Marseille. Marion Touverez, présidente de la coordination des acteurs de la mobilité internationale et directrice de l'association Parcours le Monde. Rafik Mousli, directeur de l'association interculturelle. Et Philippe Sanson, chef d'établissement du lycée privé Saint-Dominique à Valréas. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous tout au long du débat en posant des questions via le chat et qu'elles seront relayées par mon collègue Sergio tout au long de l'événement. Donc, nous allons maintenant commencer. Florian, est-ce que tu veux partager tes informations? Alors, je crois que ton micro est coupé. Ok, donc Florian, il va donc nous présenter les activités du Centre Europe Direct de Marseille et les programmes Erasmus+ et Corps européen de solidarité. Je te laisse la parole.
Merci, bonjour à tous. Je suis Florian, je suis chargé de projet à l'association EuroCircle. On est un opérateur de mobilité dans le domaine de la jeunesse, du volontariat, comme Parcours Le Monde et Interculturel, qui reviendront un peu plus en détail sur ces sujets. Nous, on a la particularité de faire partie du réseau des Europe Direct. Donc, on est 50 centres en France et à peu près 500 centres en Europe qui avons une vocation à renseigner le public sur ce que fait l'Europe, ce qu'elle permet, ce qu'elle finance, les droits qu'elle accorde aux citoyens, et ça de manière voilà, assez généraliste, pas seulement avec un focus sur la jeunesse, mais comme on est aussi opérateur de mobilité, voilà, on a un rôle aussi de renseigner, d'accompagner sur les financements européens, les programmes européens voilà, pour des structures professionnelles et pas que seulement renseigner que les jeunes sur ce que l'Europe leur offre. Donc, je vais vous présenter un peu, je vais faire un rapide survol de ce que Erasmus+ et le Corps européen de solidarité permet, en essayant voilà, de vous dire un peu quelles sont les nouveautés sur ces nouveaux programmes. Donc, comme Émilie vous l'avait dit, qui vient d'être voté par le Parlement il y a quelques semaines. Donc très rapidement, voilà, Erasmus démarre en 1987. En 2016, donc, on a le service volontaire européen qui est le programme qui permet à des jeunes de partir faire du volontariat dans d'autres structures en Europe, qui sort un peu du programme Erasmus+ et qui devient le fameux corps européen de solidarité. Donc, on parle de CES pour l'abréviation. Donc 2017, le programme fête ses 30 ans et voilà, c'est 10 millions de participants. Hein. Donc on verra qu'on connaît tous la mobilité des étudiants qui partent faire un semestre dans une autre fac en Europe, mais il y a aussi tout un tas d'autres dispositifs que le programme permet pour des jeunes qui soient en scolarité ou pas, et pour des professionnels qui souhaitent se former, coopérer avec d'autres structures européennes. Et donc voilà, donc, depuis quelques semaines, le nouveau programme a enfin été adopté. Alors avec quelques changements que j'ai résumés voilà, de manière très synthétique. L'idée, c'est toujours d'avoir des projets qui permettent de mieux développer l'apprentissage, les aptitudes et les compétences des participants. Erasmus, c'est un succès de l'Europe en termes de création d'une identité, d'une citoyenneté européenne commune et partagée, mais c'est aussi un véritable levier d'action pour l'insertion professionnelle des jeunes, et en particulier des fameux NEETs. Ce qu'on appelle les NEETs, c'est les jeunes qui sont ni en emploi, ni en scolarité, ni en stage. Le nouveau programme, avec un budget renforcé, permet voilà, de mieux identifier, mieux toucher ces needs et de leur proposer un accompagnement renforcé et des projets adaptés à leur profil, où on a des jeunes qui ne sont pas forcément, peut-être pas trop partis de chez eux, connaissent pas trop une expérience à l'étranger, ne parlent pas forcément anglais. Donc voilà, il y a des nouveaux budgets qui permettront de mieux accompagner ces jeunes avec des profils un peu particuliers. Ensuite, on a des projets à impact aussi plus local. Par exemple, avec le Corps européen de solidarité, donc une des nouveautés de ce programme, c'est les projets de solidarité. Donc, c'est des projets qui vont permettre à un groupe de jeunes constitués de manière informelle d'obtenir un petit financement pouvant aller jusqu'à 500 € par mois sur plusieurs mois pour mener une action de solidarité ou d'ouverture internationale au niveau local. Donc, ce n'est pas forcément des projets qui prévoient des phases de mobilité, mais c'est des projets voilà, où il va y avoir un impact vraiment au niveau local en termes de solidarité, de citoyenneté et d'ouverture internationale. Une autre nouveauté qu'on a soulignée, c'est les volontariats humanitaires qui seront accessibles jusqu'à 35 ans dans le cadre du Corps européen de solidarité, puisque la plupart des mobilités, en tout cas accordées aux jeunes, donc jeunes, on entend au sens européen de 18 à 30 ans, voire plus jeunes, pour des programmes qui seraient par exemple proposés dans un cadre scolaire. Et puis enfin, voilà, donc le budget qui augmente, le budget Erasmus+, en particulier, qui augmente de 15 à 26 milliards d'euros. On trouve plusieurs chiffres entre 25 et 30 milliards. Je ne suis pas trop expert de la manière dont c'est calculé, mais voilà, c'est des budgets qui vont presque doubler et qui devraient… Alors l'ambition, c'est sur la programmation 2021-2027, puisque les budgets européens sont établis sur 7 ans, donc là on démarre un budget. L'ambition serait d'avoir 10 millions de participants au programme Erasmus+. Donc ce qu'on a fait sur à peu près 30 ans,
entre 1987 et 2017. On espère le faire voilà, sur 7 ans avec cette nouvelle programmation. Alors, qu'est-ce qu'un panorama de ce que permettent ces programmes Erasmus+ et CES? Ça permet effectivement de soutenir des mobilités qui sont liées à des domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse. Alors, le sport aussi, on l'oublie parfois. Il y a une petite ligne Erasmus+ Sport dans le programme Erasmus voilà, pour soutenir des actions, des manifestations sportives et puis des rencontres sportives. Donc ça, c'est un peu moins connu. Évidemment, le volontariat qui sort maintenant d'Erasmus+ et qui rentre dans le corps européen de solidarité. Et puis, des projets liés à la citoyenneté européenne et à la création de cette identité un peu commune au niveau européen. Donc avec voilà, 850 000 mobilités par an pour, alors encore une fois, étudier dans le cadre universitaire, donc ça c'est l'aspect le plus connu du programme, faire des stages, donc des stages qui soient pour des étudiants qui ont besoin de valider un stage de fin de cursus, mais aussi des personnes qui ne sont pas en situation d'emploi et voilà, qui on va pouvoir proposer de faire des stages à l'étranger. Des échanges interculturels, donc ça, c'est des petits programmes de quelques jours jusqu'à 2-3 semaines qui permettent à des jeunes voilà, de partir, d'effectuer une mobilité, de rencontrer d'autres jeunes européens, d'avoir des activités qui leur sont proposées dans tout un tas de domaines, culture, citoyenneté, art, pratiques sportives. Bon, il y a énormément de choses qui sont proposées à ce niveau-là, de manière toujours très accessible pour les participants. Et puis, donc, des formations, périodes d'immersion professionnelle. Donc, ça, c'est plutôt les mobilités qui vont être proposées à des professionnels déjà en activité et j'y reviendrai un peu sur la fin si on a le temps, pour voilà, effectuer une période de placement professionnel dans une autre structure à l'étranger, par exemple. Et puis, après, il y a tout un volet pour les enseignants du scolaire, les professeurs d'école, de collège, de lycée, d'université. Et alors, donc, les priorités thématiques de ce nouveau programme, ça va être le numérique et l'environnement. C'est un peu les deux priorités qui ont été affichées depuis 2019 par la nouvelle Commission européenne, et notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui veut vraiment impulser une dynamique autour de ces sujets hein, qui sont voilà, en particulier pour l'environnement, où évidemment ça a du sens de traiter ça dans le cadre européen et donc d'avoir un levier aussi au niveau des programmes Erasmus+ de mobilité pour agir sur ces sujets. Un petit rappel donc des opportunités qui sont accordées dans ces programmes pour les jeunes. Donc, c'est des séjours d'études, donc ça, c'est les séjours universitaires, je ne vais pas trop y revenir. Les stages en entreprise de 2 semaines à 12 mois, qui sont, il me semble que dans le cadre de Erasmus+, on va retrouver les stages qui sont dans le cadre d'une scolarité. Et puis, dans le programme du Corps européen de solidarité, ce sera les stages qui sont voilà, en dehors des cursus scolaires ou universitaires. Également, on a des échanges entre établissements scolaires. Donc, je pense que M. Sanson, vous y reviendrez un peu plus sur la fin. Je vais pas en dire plus là-dessus. Le volontariat, donc la nouveauté, ça, c'est que maintenant, le volontariat qui devait à minima durer 2 mois, maintenant passe à 2 semaines. Donc, des possibilités d'avoir des volontariats plus courts, toujours dans l'idée de rendre ces programmes plus accessibles pour des jeunes qui n'auraient pas le profil pour voilà, faire des missions de plus longue durée. Et puis voilà, encore une fois, les échanges de jeunes, donc des échanges assez ludiques, sympathiques, et puis c'est toujours très accessible pour des jeunes qui n'auraient pas trop l'occasion de connaître une expérience à l'étranger. Et puis voilà, encore une fois, les projets de solidarité au niveau local dont j'ai rapidement parlé. Ensuite, les opportunités pour les professionnels. Ça va être… Aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt la mobilité, en particulier la mobilité des jeunes. Mais quelques mots juste sur ces autres opportunités que permet le programme Erasmus+. C'est notamment les partenariats stratégiques, ce qu'on appelle KA2, un peu dans le jargon. Donc, c'est des projets
plus grosse ampleur, de plus long terme, hein, ça peut durer jusqu'à 3 ans, regrouper une dizaine de partenaires européens avec des financements qui peuvent aller à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, c'est toujours très intéressant, notamment pour toutes les structures qui peuvent travailler dans le champ de la jeunesse, de la formation. Et puis, c'est des programmes qui leur permettent d'instaurer des coopérations avec d'autres structures européennes dans cette idée de développer des méthodes, des outils innovants, d'accompagnement du public, des échanges de bonnes pratiques, aller voir un peu dans un territoire qui affronte des problématiques communes, voir comment ailleurs en Europe on prend en charge ces problèmes. Et puis en retirer des bonnes pratiques, à essayer de les transférer sur son territoire dans le cadre de création, de développement de formations pilotes. Où là, l'idée, c'est encore une fois de coopérer donc, entre structures, mais aussi de coopérer au niveau local entre associations, établissements de formation, collectivités territoriales, et puis d'essayer un peu de réunir tous ces gens, toutes ces compétences, toutes ces structures autour d'un projet européen qui permet d'activer de manière plus facile et plus efficace des coopérations au niveau local avec une dimension européenne. Et puis enfin, il y a plusieurs autres actions dans le programme Erasmus+, qui permet de créer, de favoriser l'émergence de consortiums au niveau local, hein, par exemple des établissements de formation qui vont se mettre ensemble avec les autorités régionales ou les autorités de l'État pour favoriser mettre en commun les ressources et proposer à plein d'élèves de partir en stage à l'étranger. Ça va être des événements de mise en réseau pour connaître d'autres structures homologues qui sont sur les mêmes thématiques ailleurs en Europe. De les rencontrer et puis d'envisager des partenariats dans la suite. Des visites de terrain toujours pour des professionnels qui vont pouvoir partir quelques jours, une semaine, voir comment leurs homologues travaillent ailleurs en Europe. Et puis des périodes de placement professionnel où là, ça va être peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois d'échange un peu de salariés ou alors un salarié d'une structure qui part voir un peu travailler pour une autre structure homologue pendant quelques semaines, quelques mois, voir un peu comment ils font sur place et puis essayer toujours d'en ramener des bonnes pratiques et puis faire évoluer un peu nos modes de fonctionnement sur nos territoires. Voilà un peu pour une présentation très rapide et très, très globale d'Erasmus+. Donc, je pense que le PowerPoint sera envoyé à tout le monde, où là, j'ai remis les guides des programmes et les quelques sites ressources pour aller un peu plus loin. Voilà pour ces Erasmus. Intervention. Donc, du coup, maintenant, on va laisser la parole à Marion. Qui va nous parler de la gestion de la coordination des acteurs de la mobilité internationale. Elle va également nous expliquer le fonctionnement des associations dont Parcours le Monde Sud-Est fait partie au sein de la CAMI et nous détaillera les opportunités de mobilité internationale de la région. Bonjour à tous, merci Émilie, merci Florian, merci à la représentation du Parlement européen pour l'initiative et l'invitation. Je suis donc Marion Touvrez, je suis présidente de la CAMI. La CAMI, c'est la coordination des acteurs de la mobilité internationale en région sud. Elle regroupe 9 structures associatives de la région, dont Eurocircle, dont Florian qui vient de parler fait partie, Europe Direct, Rafik Mousli qui va intervenir après, qui est directeur de l'association interculturelle, l'association Eurasianet, les chantiers de jeunes PACA, l'association Hors-Piste, le village des jeunes, Concordia, Bokrasawa et l'association Parcours le Monde, dont je suis directrice. On est en groupement d'acteurs depuis 2015, donc ça fait 6 ans. On est tous experts et spécialistes des questions de mobilité internationale et acteurs de terrain. C'est-à-dire qu'on a tous, en fonction de nos structures, des complémentarités. On va proposer des échanges interculturels. Je pense que Rafik va revenir un peu plus en détail dessus après moi. On propose des volontariats dans le cadre du CES, des volontariats courts, des volontariats longs. On propose des stages en Europe également. On travaille avec environ 70 pays, donc principalement européens, mais pas que, puisque nous avons des conventions aussi avec France Volontaire et Territoires Solidaires, qui travaillent spécifiquement sur de la solidarité internationale. En tout, la CAMI, c'est une 50aine de salariés,
des dizaines de formateurs, des centaines de volontaires à l'accueil sur la région sud. Par an, à peu près, on envoie en accueil 2000 jeunes. Et nos missions principales, ça va être de sensibiliser les professionnels de la jeunesse, de l'insertion, de l'emploi à la mobilité internationale. Donc, leur expliquer les programmes, leur proposer de l'ingénierie de projet. On peut intervenir dans leur structure. Pour cela, c'est hyper simple. Il suffit de contacter, je vous donnerai les coordonnées après, directement notre structure associative, la CAMI. On anime une plateforme également pour accompagner les professionnels dans leurs projets de développement de projets de mobilité internationale. L'idée aussi, c'est de sensibiliser, d'informer les jeunes aux possibilités de mobilité internationale, d'expliquer que la mobilité internationale, aujourd'hui, Erasmus, ce n'est pas que l'accès aux étudiants, mais que n'importe quel jeune, en fait, peu importe son profil, peu importe ses qualifications, peut bénéficier d'une période de mobilité internationale en Europe. Donc là, pareil, hein, les membres de la CAMI peuvent intervenir au sein de vos structures si vous faites appel à la CAMI. Et puis, les jeunes peuvent directement aussi nous contacter pour prendre des rendez-vous individuels et participer à nos réunions d'information collective pour ensuite être accompagnés dans leurs projets de mobilité internationale. Puisqu'on sait que, comme vient de l'expliquer Florian, les dispositifs sont quand même assez complexes, sont assez lourds, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, nous, on est là pour très concrètement accompagner aussi bien les structures que les jeunes, pas à pas, dans leurs projets de mobilité internationale, en Europe principalement, et hors Europe aussi à la marge. Je ne vais pas être trop longue parce que l'idée, c'est vraiment de rentrer dans un débat et pouvoir répondre à vos questions directement. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est que vous posiez vos questions directement à la fin des différentes présentations pour qu'on puisse rentrer en contact et vous proposer soit des rendez-vous individuels, soit de l'ingénierie de projet auprès de vos structures. Merci beaucoup, Marion. Je vais laisser maintenant la parole à Rafik, qui est lui directeur de l'association interculturelle et qui va nous parler des projets de mobilité internationale de son association et des résultats qu'il a obtenus avec ces projets. Bonjour, merci pour l'invitation pour ce webinaire et cette belle initiative. Voilà, l'association interculturelle, c'est une association qui existe l'année prochaine, elle fêtera ses 20 ans. Je vais partager mon écran, donc voilà, attendez, allez, hop. C'est 20 ans et donc c'est une association qui est née dans les quartiers, c'est-à-dire dans un quartier qui s'appelle Félicien de Marseille, un quartier de politique de la ville, donc où il y avait des dispositifs spécifiques pour faire participer les habitants et particulièrement les jeunes avec moins d'opportunités. Donc, les premiers échanges étaient européens, c'est le programme Jeunesse pour l'Europe, des années 90 au Portugal. Et depuis, bon, il y a eu un virus qui s'appelle les échanges internationaux qui nous a touchés, on n'a pas arrêté. C'était dans un centre social, c'était pas l'association n'était pas créée en telle quantité actuelle. Et en 2002, donc, nous avons décidé de créer cette association pour rassembler tous ces savoir-faire, le réseau et travailler sur les projets de mobilité internationale de la jeunesse comme outil de développement social local, que ce soit dans le domaine de l'insertion, que ce soit dans le domaine de l'autonomisation des jeunes ou gagner en confiance, voilà, ou de partir tout simplement du quartier, voilà, ou de son village. Voilà. Depuis maintenant 2018, nous sommes installés dans les quartiers nord de Marseille, quartier populaire, dans une bastide de 310 mètres carrés. C'est un centre de ressources qu'on appelle la maison de l'interculturel et du volontariat, dans laquelle on accueille des volontaires qui viennent aussi du Maghreb ou de proto-méditerranéens et aussi des volontaires européens. Voilà. Et dans cette maison qui est un centre de ressources, donc il y a toute une équipe qui travaille sur les montages des projets. Nous sommes 9 salariés. Aujourd'hui, après la pandémie, nous avons quand même pu s'adapter et développer quelques projets. Je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples comment on a fait. Donc, nous sommes 9 salariés et 6 volontaires.
Ces volontaires viennent un peu de partout. Ça peut être du pourtour méditerranéen ou aussi de l'Europe, particulièrement de l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce que nous sommes centrales de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Nous travaillons beaucoup avec les programmes aussi Erasmus+. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons un partenariat privilégié avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse et il y a un poste de permanent pédagogique aussi ici dans l'association, en ma personne, qui développe du franco-allemand européen, franco-allemand euro-méditerranéen, franco-allemand international. Voilà, et pourquoi on s'est mis à beaucoup à faire du franco-allemand? Parce qu'il y a une pédagogie de l'apprentissage interculturel très, très développée au niveau du franco-allemand. Le programme européen s'inspire de cette pédagogie aussi. Et donc, il y a aussi des formations qui sont faites aussi par le programme Erasmus+, qui permettent d'être un animateur de rencontres interculturelles, des formations d'animateurs-interprètes. Et ça, c'est important parce que la qualité d'un échange commence par l'encadrement. Voilà, tout simplement. Si on a une bonne équipe d'encadrement et si on intègre aussi les animateurs de quartier, du village, du rural, dans cette équipe qu'on dit experts, et on essaie de faire un propre processus interculturel dans l'équipe d'animation. Donc, on peut transférer ce processus à un groupe de jeunes. Voilà. Donc, pour nous, les échanges de jeunes, c'est 4 choses importantes. C'est d'abord un processus d'apprentissage interculturel, apprendre de sa propre culture et de la culture de l'autre par interaction. Une autre chose, c'est la réciprocité, c'est-à-dire que je viens chez toi, mais tu viens aussi chez moi. Et la réciprocité est importante parce que c'est un processus et c'est bien d'aller voir le contexte culturel des autres jeunes dans votre pays et aussi la langue. Alors, on ne fait pas de tout anglais parce que ça exclut beaucoup de jeunes avec moins d'opportunités qui ne parlent pas l'anglais. On a pour ça des animateurs-interprètes qui permettent cette traduction dans les temps formels et qui mettent en place aussi des techniques d'animation linguistique qui permettent un petit peu de faire des déblocages linguistiques. Voilà, donc c'est le principe. Et aussi, voilà, je disais aussi la réciprocité qui est importante d'aller et de recevoir. Voilà, ces 3 principes, c'est la base d'un échange interculturel qui sont très importants. Voilà, l'association donc fait de la mobilité collective, c'est-à-dire les échanges de jeunes, les séminaires, les formations des acteurs de terrain, les séminaires de rencontres et d'échanges de bonnes pratiques entre les travailleurs sociaux, les animateurs, les moniteurs éducateurs. Fait aussi de la mobilité individuelle, comme elle disait Marianne tout à l'heure, le volontariat, les stages. Et on essaye, à partir d'une mobilité collective, un échange de jeunes, tout simplement d'emmener un jeune à partir de mois, plus tard il part 12 mois, et puis il décroche un petit peu de son quartier, de sa ville ou de son village, et puis il va voir ses horizons s'ouvrir, et possible aller chercher un emploi ailleurs, et que sa vision s'agrandit du monde, et une vision un peu plus, une vision, enfin, comme dit, une vision plutôt par hélicoptère, de voir le monde autrement, une vision un peu plus globale, voilà, qui permet un petit peu de gagner de la confiance et de réussir possible dans sa vie. Voilà. Nous sommes aussi dans des réseaux. Enfin, il y a un réseau, on a créé, on a été initiateur d'un réseau qui s'appelle MER, Mobilité, Échange, Réciprocité avec le pourtour méditerranéen, dans lequel il y a 14 pays. Et ce réseau MER, Mobilité, Échange et Réciprocité, est très important parce que c'est un réseau qui a signé une petite charte entre nous qui parle de réciprocité, de principe. Qu'est-ce que c'est un échange? Donc, on essaie de respecter ces conditions pour faire des échanges de qualité. Pourquoi de qualité? Parce que tout simplement, un échange peut être aussi, une mobilité peut être un peu nocif. Elle peut être aussi, elle peut amplifier des préjugés. Les premières mobilités qu'on a fait, ils n'étaient pas aussi réussites que ça. Et on a appris avec ces échecs. Voilà. Donc, je voulais vous montrer deux petits extraits d'un projet qui s'appelle le village interculturel. Au mois de juillet, on loue un lycée au centre de Marseille, dans lequel il y a 5 hectares, un lycée privé malheureusement. On a essayé avec le public, c'est très compliqué.
et dans lesquels il y a tous les équipements, internat, self, tout ça, et on fait tous nos échanges là-dedans. Ce n'est pas un échange multinational, c'est plusieurs échanges trinationaux, franco-allemand, algérien, franco-marocain, macédonien, italien, qui sont là, logés là, et puis ils font leur programme sur des thématiques différentes, l'environnement, le sport et d'autres sujets d'actualité. Voilà, donc je vous montre une partie de la première vidéo et puis une deuxième partie pour ça, c'est 2019, comment c'était et comment on s'est adapté un petit peu avec le Covid, voilà, pour donner une image, et après je laisserai le temps aux questions, comme l'a dit Marion. Je pense que c'est la meilleure façon de débattre. Voilà, je vais mettre ça, j'espère que ça va marcher. Quand un étranger qui parle vraiment pas la même langue que nous, qui n'a pas les mêmes habitudes que nous, ben, on apprend de ses habitudes, comme lui il apprend nos habitudes. Aussi, ben, on apprend à s'ouvrir, parce que des fois, elle est enfermée sur soi. Il y a des jeunes qui ne sont pas du tout sensibilisés à ça, à la mobilité, que ça paraît un truc peut-être pas insensé, mais extrêmement lointain et inaccessible, parce qu'on ne parle pas la langue, parce que c'est trop cher pour certains, ou certaines, parce que c'est comme ça, parce qu'on a tel cliché, tel stéréotype, parce que les parents ne veulent pas forcément laisser les jeunes partir. Et pourtant, c'est une expérience que j'ai trouvée extrêmement enrichissante de partir à l'étranger, que ce soit pour un échange, pour un stage, pour n'importe quoi. Déjà, l'échange qu'on m'a proposé la première année, je me suis dit, j'étais d'accord direct parce que ça me permet de faire autre chose. Parce que toujours rester à la maison, regarder la télé ou faire les mêmes choses, à un moment, ça devient lassant ou voir les mêmes personnes. Et ce que j'ai aimé avec cette science, c'est que personne ne se connaissait. Donc, ça fait qu'on est tous obligés de devenir social. Mais ça nous aide pour les personnes qui étaient timides ou quoi, à se faire des liens ou à comprendre qu'on doit vivre en société ou que ça, c'est pas bien, qu'on voit d'autres manières de vivre et d'autres manières de penser. On prend les bonnes choses parce que peut-être qu'on avait pas. Voilà, ça c'est une première vidéo pour donner comment c'était avant 2019. Et puis voilà, donc ces échanges, ils n'étaient pas tous ensemble avec des soirées interculturelles que vous voyez tous ensemble, mais chaque échange, il avait sa thématique, son programme, des animateurs qui connaissent les jeunes, qui viennent des quartiers ou d'ailleurs ou des environs de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, et des animateurs interprètes pour faciliter la communication linguistique pendant des temps formels et aussi débloquer les jeunes. Après, voilà, au mois de mars dernier, comme partout, le ciel nous est tombé sur la tête et on s'est retrouvé un petit peu bloqué, comment faire, et donc on s'est un peu adapté et donc on a essayé de travailler avec le virtuel pour maintenir le lien avec les partenaires internationaux. Et aussi, on a travaillé beaucoup sur le local pour développer plus le lien local, et aussi parce que notre titre, c'est la mobilité de la jeunesse comme outil de développement social local, parce que la plupart de nos projets, ils viennent s'ancrer dans les projets locaux, dans les centres sociaux en particulier, dans les quartiers, et ils essayent de donner une dimension internationale au projet de karaté, le projet de graffiti, le projet de danse, de lui donner une valeur ajoutée internationale et pour avoir aussi une durabilité. C'est-à-dire qu'on commence par faire un simple échange pour se connaître, après on fait une petite production ensemble et que la production ne devient pas l'objet principal de l'échange. C'est surtout le processus interculturel qui est important. Donc voilà, je vais vous montrer aussi un petit extrait de comment ça s'est passé, parce qu'il y a une question qui disait comment ça s'est passé avec le Covid. Donc, quelques images qui sont un peu parlantes, mais voilà, après, je passerai la parole le prochain à Philippe. Donc, voilà. Culturel de Marseille. Salam alaikum, Azoul. Je m'appelle Abdelrahman, je suis d'Oran et je travaille au sein de l'association Graines de Paix. Je m'appelle Roberto, je fais partie de la AA, animateur anonyme. Vale! Soll mein Quadrastement nerkasnel zes Mejias Kanjvanazole. Hallo, ich heiße Lars, ich bin deutscher Freiwilliger in Frankreich.
digitale Zeit. Voilà, juste pour donner une image, comment on a animé devant les ordinateurs. Donc, au départ, on était un peu perdu, mais on s'est un peu adapté, formé surtout. Et aujourd'hui, on ne fera plus les échanges comme avant, ça veut dire de cette période de pandémie, il y aura beaucoup de choses qui vont changer, des déplacements qui vont pas être utiles particulièrement, et pourquoi pas sensibiliser et atteindre un public encore plus loin de la mobilité, d'abord à travers l'écran, avant de les emmener en voyage en train ou en avion. Et voilà, donc c'est hyper important. L'évolution d'une terre culturelle pendant ces 20 ans, c'est que on a, depuis maintenant 2018, on a créé même une association sœur en Allemagne à Berlin qui s'appelle Pangera. Aujourd'hui, donc, on est une entité franco-allemande et on essaye d'appuyer l'existence d'un statut d'association européenne, pourquoi pas. Ça n'existe pas. Faire une société internationale, c'est en 2 clics, mais faire une association européenne, c'est encore pas gagné. Donc voilà, donc, ça aurait, je pense que c'est un objectif team, surtout de la part du monde des échanges interculturels, et je trouvais dommage que le titre… Merci Rafik pour cette intervention. Nous allons maintenant nous intéresser à la mobilité des lycéens avec Philippe Sanson, chef d'établissement du lycée privé Saint-Dominique à Valréas. Philippe, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et tous. Oui, donc je suis en fait chef d'établissement à Valréas, dans le Nord Vaucluse, tout à fait au nord de la région PACA. Et j'ai la chance en fait de coordonner des projets, d'abord Comenius et ensuite Erasmus+, depuis 2005 maintenant. Et notre établissement en est à son 4e projet en tant que coordinateur. Avant de vous dire un mot sur le projet actuel, CCS, que nous sommes en train de terminer, j'aime bien insister sur le fait que vis-à-vis de mes partenaires européens, comme vis-à-vis des personnes qui veulent se lancer dans ce type de projet, qu'on ne peut mener à bien un projet de 2 ans ou 3 ans, puisque c'est la durée des projets menés jusqu'à présent, qu'il faut absolument avoir une équipe. C'est-à-dire qu'au sein d'un établissement, au sein d'un groupe ou d'une association, il ne faut pas que ce soit une personne seule qui essaye de mener un projet ou de se lancer. La priorité, c'est celle-là, c'est être au moins 3, 4, nous, dans l'établissement, nous sommes 10 adultes qui sommes investis, on va dire, dans ces projets Erasmus. La deuxième chose aussi pour l'établissement scolaire, ce qui est important, je pense, c'est que ça doit rentrer dans un projet d'établissement et pas concerner qu'une seule classe ou qu'une seule ou 2 matières. Voilà, en rentrant dans le projet d'établissement, on implique dans ces projets Erasmus à la fois, on va dire, la direction, la partie administrative, la partie vie scolaire, la partie enseignante, et ça fait partie des prérequis, on va dire, pour arriver jusqu'au bout et que le projet soit un succès. Voilà. Maintenant, je vous dis quelques mots sur ce projet CCS que nous menons maintenant depuis 3 ans. Donc, pourquoi CCS? En fait, c'est 6 Innovation, 6 Innovation Young European Search. Donc, c'est des jeunes Européens qui ont cherché des innovations
en fait, dans 5 thèmes différents. Donc, nos élèves ont cherché des innovations sur le thème du handicap, de la petite enfance, de la protection de l'environnement, des nouvelles technologies, en lien aussi avec le patrimoine culturel. Et pour mener à bien ce projet et rechercher ces innovations, on est associé avec 4 lycées européens. Donc, on a un lycée à Valencia, en Espagne, un lycée à Augsbourg, en Allemagne, un 3e qui est à Burgas, en Bulgarie, sur le bord de la mer Noire, et puis à Paphos, à Chypre. Dans le cadre du projet, en fait, on s'est déplacé chez ces 4 partenaires avec des élèves à chaque fois, 4-5 élèves. On a à chaque fois fait en sorte de prendre des élèves différents, de manière à ce qu'il y ait le maximum de jeunes de Valréas et de notre établissement qui puissent rencontrer d'autres jeunes européens et le retour est plutôt positif. Par rapport à ces jeunes, c'est vrai qu'au lycée, on est plutôt avec un public, puisqu'on est un lycée agricole professionnel, plutôt un public, on va dire, pas très favorisé, et ces mobilités sont vraiment une chance, on va dire, inoubliable pour eux, puisque effectivement c'est financé, et c'est financé justement grâce au budget Erasmus+, et c'est sûr qu'ils en retirent un énorme bénéfice. Notre objectif aussi par rapport à ces jeunes, c'est d'abord développer la citoyenneté européenne pour eux, c'est-à-dire que les ouvrir sur tout ça, mais c'est aussi aller à la rencontre d'autres jeunes de leur âge, entre 15 et 18 ans, et puis tisser des liens d'amitié avec eux, ce qui perdure, parce que depuis 2005, les jeunes nous disent qu'ils continuent via les réseaux sociaux à communiquer avec les jeunes italiens, espagnols, roumains, bulgares, etc. Et donc, c'est très intéressant. Par rapport aux participants aussi dans ce projet, notre souci, et depuis le premier projet que nous avons coordonné, c'est d'associer des députés européens. Effectivement, pour, on va dire, se sentir citoyen européen, quoi de mieux que de pouvoir côtoyer, de pouvoir rencontrer, de pouvoir discuter avec des députés européens qui nous représentent. Et c'est ce que nous avons fait depuis le début. Là, cette année, c'est Sylvie Brunet qui est notre partenaire, sachant que c'était Thierry Cornier qui avait commencé le projet, puis il y a eu les élections européennes, et donc Sylvie Brunet a pris la suite. Maintenant, au niveau de la communication, nous avons fait le choix, notamment pour les 2 derniers projets, de choisir la langue anglaise, alors que les premiers étaient en français. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand on va sur eTwinning, donc qui est une plateforme qui permet de trouver des partenaires européens au niveau scolaire, au niveau des échanges scolaires, quand on fait un appel à projet en français, malheureusement, on s'est aperçu qu'il y avait très peu de retour de la part de partenaires européens, alors qu'à partir du moment où vous écrivez un projet en anglais et que vous choisissez cette langue de communication, alors là, le choix est beaucoup plus grand et on peut toucher tout pays européen, puisque aujourd'hui, c'est vraiment la langue de communication. Alors, plus spécifiquement, sur ce projet CICIES, la première année, nous nous sommes rendus donc, au Parlement européen à Bruxelles, tous les coordinateurs, pour expliquer aux députés européens quel projet on voulait mener, et puis on leur a demandé donc officiellement de s'engager avec nous dans ce projet qui a duré 3 ans. Et la réponse a été positive, puisque chacun des 5 députés européens partenaires s'est rendu dans les établissements scolaires en Bulgarie, à Chypre, en Allemagne, en Espagne et chez nous. Lors de la première année aussi, on a fait présenter à tous nos élèves ces 5 domaines dont je vous ai parlé, le handicap, la petite enfance, etc., et expliquer aux autres jeunes des autres pays européens comment s'organisait la prise en charge du handicap, de la petite enfance, etc. Et ça nous a permis de découvrir, de comparer aussi avec les autres comment est-ce qu'on fonctionnait en lien avec ces différents thèmes. Pour que ce soit un petit peu ludique aussi, parce qu'avec des jeunes, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier l'aspect un petit peu jeune, détente, etc. À la fin de la première année, on leur a fait créer et imaginer un journal télévisé en 2050, où dans ce journal télévisé en 2050, ils nous présentent un petit peu comment
seraient apparues des innovations en lien avec ces 5 thèmes. Pour vous donner une petite image de ça, je vais vous partager l'écran et je vais vous montrer juste le début de ce journal télévisé qui a été fait par nos jeunes. Hello there, I'm Ivo. We are from 6S Project, and today we're going to present you our innovation ideas about communication and technologies in 2015. So let's get started with the Spanish team. We believe that the processes could be so advanced in the next 50 years that they could give people the ability to perform activities they could have never done before. Over the time, the prosthetics will continue to get progressively more advanced to the point where people might feel comfortable with the technology mixing their bodies. We believe that nanobots will connect our brains directly to the cloud. Scientists predict that by 2050, the nanobots will connect our brains directly to the cloud. They will give us a virtual reality of total immersion from the nervous system. As we do it with our phones, we will be able to download our memories to the network. So forget about memory problems or evidence problems. Voilà, donc vous avez compris qu'en fait, à chaque fois, ils étaient 2 de nationalités différentes et ils ont présenté les idées de chacun des pays en lien avec ces thèmes. La deuxième année de ce projet, donc là, nous sommes vraiment rentrés dans la recherche d'innovation locale autour de nos établissements respectifs en lien avec ces différents thèmes. Et par exemple, pour notre établissement, c'est en fait une innovation qui a été mise en place en lien avec le développement durable à Marseille, puisqu'il s'agit du robot des mers. Donc un petit robot qui en fait nettoie la surface des eaux des différents ports de plaisance de la région, et notamment de Cassis, où là donc les élèves ont trouvé intéressant cet outil qui est télécommandé un petit peu par un drone et qui permet à cet outil, en flottant sur le port de Cassis ou dans les différents autres ports, de ramasser tous les déchets qui flottent à la surface ainsi que les flaques d'huile. Voilà. Après, dans les autres pays, ils ont recherché d'autres innovations. Et avec ça, donc, on a construit un film sur des innovations qui ont été choisies dans les différents thèmes. Et ce film a donc été présenté il y a une dizaine de jours à peu près aux députés européens via une vidéoconférence pour leur montrer un petit peu le travail qui a été fait. Ce projet aussi, et c'est une grande satisfaction pour nous, a reçu le Grand Prix Hippocrène en France, qui récompense les projets européens les plus intéressants d'après ce jury. Et nous avons eu la chance pour la première fois d'être un lycée agricole qui remporte le Grand Prix, sachant que pour les prix Hippocrène, en fait, c'est dans chaque domaine, école primaire, collège, lycée, enseignement professionnel, enseignement agricole et enseignement général, il y a un prix particulier et le Grand Prix, et nous avons eu donc la chance d'avoir ce Grand Prix. Ce que je voudrais dire par rapport au projet Erasmus, notamment en lien avec les échanges scolaires, c'est que oui, c'est vrai qu'on connaît les projets Erasmus liés aux étudiants, mais en fait, n'importe quelle école en France peut monter un projet Erasmus, et j'encourage en fait beaucoup d'établissements scolaires à mettre en place ça, parce que aussi bien une école maternelle qu'une école primaire peut lancer des projets Erasmus tels que ceux qu'on a fait. Le dossier est un petit peu lourd à monter, par contre après les bénéfices sont, je dois le reconnaître, très importants, à la fois pour les jeunes et à la fois pour les équipes. Voilà, pour terminer, je peux peut-être vous montrer un petit peu un message justement de nos jeunes qui, à la fin de leur projet, ont mis... Alors, voilà, donc là je lance le film qui a été primé, donc qui a été présenté aux députés, et je vais aller directement à la fin.
temperature, weather, and wireless on-off button. I was wondering how could I improve in design and functions. Then I started designing the prototype. European will need to travel at some point in their life, so this device can save you if you get in trouble. With you. Yesterday, we were European citizens. Today, we are European friends. Tomorrow, we'll be in the same family. Citizens! Voilà, donc je m'arrête là et je laisse la place au débat et aux questions. Merci pour votre attention. Merci Philippe et merci à tous pour vos interventions. Je pense qu'il est temps du coup de passer aux questions et je vais laisser la parole à mon collègue Sergio pour les questions. Oui, merci Émilie. Donc, alors, c'est vrai, on a reçu plusieurs questions dans les formulaires d'inscription à ce débat. Et aussi, il y a des questions dans les chats que notre intervenants sont en train de répondre, mais quand même, on peut peut-être aller plus dedans pour préciser quelques précisions sur cette question. Pour l'instant, je vais commencer pour une question qui nous est arrivée dans les formulaires d'inscription par rapport à l'âge. Parce que oui, on a compris que Erasmus+, c'est un programme pour la jeunesse. Mais quand même, il y a des questions qui demandent si est-ce que nous pouvons nous bénéficier d'Erasmus+ à tout âge. Donc, si on est plus âgé ou on est plus jeune que l'âge que les programmes Erasmus+ va délimiter en quelques projets, c'est possible de nous bénéficier de ça, d'Erasmus+. Et si oui, si ça c'est le cas, comment on peut se bénéficier de ça et avec qui? Je vous laisse vous décider qui peut me répondre à cette question. Je suis désolé, Sergio, je n'ai pas compris la question. Oui, ok, désolé. Donc, en fait, la question, c'est possible se bénéficier du Erasmus+ à tous âges, n'importe si on est un peu plus âgé ou on est plus jeune, c'est possible pour tous de bénéficier du Erasmus+. Ouais. Ouais. Tout dépend du dispositif en fait et de l'action Erasmus, puisque Erasmus en fait c'est un terme très générique encore aujourd'hui. Il y a Erasmus+ jeunesse, Erasmus+ formation, et donc en fonction et à chacun des deux, dans chacun des deux Erasmus, il y a des actions et des sous-actions. Donc ça reste un terme en fait qui est générique. Et n'importe quelle finalement structure associative ou collectivité territoriale ou établissement scolaire, comme l'a montré M. Sanson, peut porter une action dans le cadre d'Erasmus. Et donc, du coup, en fonction de l'action, tout âge va être possible, en fait. Là, par exemple, dans le chat, on parle des stages Erasmus. Les stages Erasmus, Pôle emploi en France porte un gros dispositif de stage Erasmus. Et ce dispositif de stage est accessible à tous les adultes, tous les plus de 18 ans demandeurs d'emploi, c'est les seuls critères. Donc, tout va dépendre de l'action et de qui est le porteur. C'est pour ça que c'est très difficile de faire des généralités. Après, quand on parle des actions très classiques qui vont être le volontariat, donc l'ancien service volontaire européen, là, oui, il y a des limites d'âge qui sont à 30 ans. Les échanges interculturels, il y a une limite d'âge qui est aussi, je ne sais pas, Rafik, si tu as exactement la limite d'âge de l'échange interculturel. À partir du collège, ouais. À partir du collège, 13 ans, Erasmus+, et un jeune pour l'Europe, c'est jusqu'à 30 ans. Voilà. Donc c'est pas à 25 ans, comme voilà. Et donc sur Erasmus+, c'est à partir du collège. Il y a des écoles primaires qui essayent de montrer avec l'agence de Bordeaux, de faire des échanges. Et je ne sais pas sur le nouveau programme, est-ce que c'est possible? Sur le scolaire, je ne peux pas le dire, moi, sur l'associatif.
Voilà. Par contre, sur le franco-allemand, vous avez des échanges précoces. On peut partir avec des enfants de 6 ans, faire un échange. Et ça, c'est intéressant et on peut combiner ça avec Erasmus. Voilà. Merci. Donc, on va passer à la prochaine question. Il y a aussi une autre question par rapport à Erasmus+. Est-ce que peut être aussi été disponible comme tremplin pour les adultes en situation de handicap et en réorientation professionnelle? Est-ce que sera possible dans le cadre d'Erasmus+? Oui, on peut faire des échanges Erasmus+ avec tout public. Il n'y a pas d'exclusion. La seule chose, c'est que quand on a des situations de handicap, nous, on a fait un échange avec les sourds-muets et donc il fallait des financements exceptionnels. Et dans ce cadre-là, l'Europe donne des financements exceptionnels pour des interprètes, pour des gens qui ont des mobilités limitées, donc ils ont des chambres spécifiques. Par contre, les financements exceptionnels, il faut qu'ils soient justifiés facture par facture. C'est-à-dire que vraiment, il faut garder les factures de A à Z sur un financement exceptionnel. Voilà. Il n'y a pas d'exclusion, c'est possible, mais voilà, il faudrait quand même avoir l'équipe qu'il faut, le lieu aussi adapté, le contexte, la ville, voilà, pour la facilité de mobilité, si jamais il s'agit d'un handicap lié à la physique. Ouais. Je confirme, hein, au niveau scolaire, il y a des budgets spécifiques pour les personnes qui présentent un handicap. Et donc, ça va se rajouter au budget qui est attribué à un établissement si effectivement on a des élèves ou des personnels qui présentent un handicap. L'Europe prend en charge justement tout ce qui va aider justement à ces déplacements et à ces mobilités. Peut-être je vais compléter en disant que voilà, l'inclusivité, l'accessibilité des programmes, c'est une vraie priorité dans la nouvelle programmation. Donc, sur inclusivité, on a nous tendance à l'entendre par toucher des jeunes qui sont éloignés de l'Europe, des dispositifs par situation de chômage, peu de diplômes, décrocheurs scolaires, etc. Mais voilà, on peut aussi l'entendre par des contraintes presque physiques ou de mobilité réduite ou ce genre de choses. Oui, donc il y a voir après comment ça se traduit dans les appels à projets, techniquement dans les programmes. Mais oui, c'est une ambition affichée en tout cas par les institutions européennes. Oui. Ok, merci beaucoup. Aussi, il y a une autre question un peu plus précise, plus technique sur le sujet dans le cadre du Corps européen de solidarité, déposé pour une association. Et il nous informe comment proposer cette option, le Corps européen de solidarité, aux missions locales avec laquelle on est en train de travailler. Et en relation au moment qu'on parle du Corps européen de solidarité, en relation au volontariat court terme. Donc, comment on peut proposer cette option à des structures comme par exemple mission locale avec lesquelles ils sont en train de travailler. Alors, tu veux aller, Marion? Ok. En fait, ça dépend. Nous, on est des opérateurs, donc on a déjà des partenariats identifiés, des missions type établies avec une durée, une fiche mission. Et donc voilà, est-ce que nous, les opérateurs de mobilité, avons des missions court terme de 2 semaines ou pas? Ça, c'est en fonction de ce qui est en stock sur le moment, j'ai envie de dire un peu. Il y a toujours il y a une base de données qui existe pan-européenne où des jeunes peuvent directement, eux, trouver des offres de volontariat, solliciter directement le partenaire qui accueillerait le volontaire. Nous, on travaille, on travaille avec des partenaires déjà identifiés. Voilà, on a des fiches de missions précises avec des durées. Donc ça dépend vraiment des partenariats et des missions pour lesquelles on recherche des volontaires sur le moment. Il y a un site internet aussi qui s'appelle Move International PACA qui permet d'avoir accès aux différentes offres de mobilité proposées par la plupart des structures de la CAMI.
toutes les offres ne sont pas sur ce site internet, mais il y a quand même une grande partie. Et en ce qui concerne le volontariat court terme, en général, c'est un volontariat qui s'adresse à un public qui est un petit peu éloigné de pas mal de choses, qui a besoin d'un accompagnement. Donc, ces offres sont très peu diffusées. Et en général, le mieux, c'est d'orienter un jeune pour qui vous pensez qu'un volontariat international court peut être intéressant dans son parcours, vers une des structures de la CAMI pour qu'il puisse l'accompagner pas à pas dans ce projet-là. Ok, merci beaucoup. Donc, alors, il y a plusieurs questions aussi. Cette question, c'est une question sur les projets échange interculturel, échange des jeunes. Et cette personne voudrait savoir, vous voulez connaître les étapes incontournables pour monter un projet échange interculturel. Qui sont les étapes incontournables pour faire ça? Je peux répondre à cette question. Oui, voilà. Sur un échange, pour organiser un échange, donc il faudra d'abord, la meilleure des façons, c'est que voilà, il faut trouver des jeunes, voilà, les impliquer dans cet échange. L'Europe même encourage cette façon de faire et même elle peut financer quelques préparations dans les programmes pour impliquer les jeunes. Et donc, il faudrait venir avec un projet avec les jeunes et la première étape, c'est trouver un partenaire. Et la première des choses, c'est que trouver un partenaire, donc il y a des sites sur lesquels on peut trouver des annonces où des gens, ils ont déjà déposé un projet et ils vous invitent à participer. Vous pouvez faire ça. Le projet a été écrit par votre partenaire, donc vous participez, donc vous allez suivre un petit peu ce qu'il a écrit. Mais par contre, si vous voulez démarrer un projet, la meilleure façon de le démarrer et qui répond à vos attentes, c'est de le co-construire. Et ça, c'est possible. Il y a des visites d'études, de contacts, il y a des visites de coopération dans lesquelles il y a des partenaires. Donc, il faut participer. Et là, on repère le partenaire qui a possible un public qui correspond à votre public. Et à partir de là, il y a l'idée qui vient. On travaillera sur une simple rencontre, tout simplement, un premier contact ou une thématique. Donc, il y a aussi une possibilité, et exceptionnellement pour l'Europe, d'avoir un financement pour une visite de préparation, enfin de préparer, ça s'appelle visite d'études ici aussi. Et là, donc, c'est le moment, c'est l'échange interculturel entre les animateurs, où eux, ils vont faire un programme. Ce programme-là répond aux attentes de tous les groupes. Et à partir de là, donc, répartir aussi les tâches selon les compétences de l'équipe pour les animations et de voir où on veut aller avec une première étape, une deuxième étape. Ce qui est bien aussi avec le nouveau programme, même l'ancien programme, c'est que vous pouvez demander dans un seul dossier 2 activités. Une activité qui peut se passer en France et une autre qui peut se passer, par exemple, en Italie, ou 3. Donc, on peut avoir un financement pour les 3 activités, les 3 échanges en même temps, au lieu de faire un dossier par pays. Et ça, c'est bien, ça a évolué depuis le dernier programme. Maintenant, je pense que ça a été maintenu. Je n'ai pas jeté un coup d'œil encore sur le nouveau programme, mais je pense que c'est une chose qui est maintenue. Et donc là, on décide que telle association française ou italienne ou espagnole porte le dossier. Et ce qui est bien, c'est que dans chaque étape, il faudrait construire déjà un programme prévisionnel et essayer d'adapter le programme en fonction de comment ça s'est passé la première phase, la deuxième phase, la troisième phase. Voilà. Une chose qui est importante, c'est les évaluations. Il faut mettre entre les étapes des évaluations. Et il faut s'il faut rencontrer encore les animateurs se rencontrent, il ne faut pas hésiter. Voilà, il faudrait vraiment, moi je dirais, un échange réussi, c'est toujours quand le processus interculturel dont l'équipe est réussi. C'est l'équipe, il y a une cohésion et tout ça, c'est important. C'est pour ça que le partenariat, retrouver le bon partenaire qui correspond, c'est ça. Et aussi, ça construit aussi une relation à long terme. Ce n'est pas seulement un échange et puis c'est fini. Voilà. Il y a d'autres points. Mais... Compléter au niveau scolaire, tout à l'heure dans mon exposé, je parlais de la plateforme eTwinning
qui est une plateforme européenne sur laquelle on peut trouver des partenaires, sur laquelle justement on peut mettre des projets, hein, comme Rafik vous avait dit, c'est-à-dire qu'on peut écrire le projet et attendre que des partenaires répondent, ou au contraire aller voir ce que des partenaires justement proposent comme projet. Et je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu comment se manifeste cette plateforme. Voilà, donc là vous voyez, ça c'est notre portail, hein, sur eTwinning. Et sur eTwinning, en fait, donc il y a toutes les personnes, les événements, des projets, donc on peut écrire des projets. Il y a des groupes qui se forment aussi en Europe justement pour travailler sur des thèmes. Et puis, quand vous cliquez sur Forum Partenaire, sur cette page, hein, c'est sur la page d'accueil d'eTwinning, vous voyez en dessous qu'en fait, il y a des projets qui sont rangés en fonction de la classe d'âge des jeunes. Donc, quand vous voyez, je vous disais, entre 4 et 11 ans, entre 12 et 15, entre 16 et 19, et si, par exemple, donc nous, c'était plutôt 16 et 19, si je vais sur 16 et 19, voilà, je vais tomber en fait sur des propositions de projets qui sont en fait donnés par toutes sortes d'enseignants, parce que là, c'est scolaire, hein, ou de responsables d'associations, parce que ça peut être aussi une association, où ils écrivent leurs thèmes, ils écrivent, donc on voit d'où ils viennent, hein, et par exemple, Céline Perrault, vous voyez, si je clique dessus, je vais avoir la proposition de son projet. Ensuite, donc une fois que vous l'avez lu, si ça vous intéresse, voilà, comme c'est le cas ici, on peut répondre et on peut établir un contact pour essayer justement de commencer à monter pour après s'échanger les adresses, parce que là c'est uniquement sur eTwinning. Ensuite on s'échange les adresses et là après on forme une communauté qui peut travailler soit avec eTwinning directement, soit en étant indépendant. Mais c'est un bon moyen, je dirais, pour rechercher des partenaires. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. Et aussi, il y a une autre question dans le chat qui vient d'arriver, ça fait pas longtemps, aussi adressée à vous dans le cadre scolaire. Je dois chercher. C'est bonjour, la Maison de l'Europe du Coq à Sur-Var. Est-il possible d'obtenir une aide logistique intervenante quand les restaurants vous demandent de vous occuper des mobilités d'enseignement supérieur et de suivre des élèves qui partent? Alors, je pense que ce qui va concerner les mobilités de l'enseignement supérieur, c'est pris en charge par les universités qui ont des bureaux de relations internationales où ils ont des crédits, ils ont leurs partenariats, etc. Donc ça ne nous concerne pas forcément nous en tant qu'opérateurs de mobilité en dehors justement de l'éducation. Je ne sais pas si c'était le sens de la question. Sinon, voilà, peut-être que va nous répondre au chat pour voir si c'est bon la réponse, c'est le sens ou pas. Et si vous voulez, on peut suivre avec les autres questions qu'on a reçues. Par exemple, par rapport à la COVID maintenant, la situation de la COVID à niveau global et que la COVID a frappé tous les métiers et aussi la mobilité internationale à façon forte. Donc, il y avait une question de les projets, c'est quoi les difficultés que vous êtes en train, en général, vous êtes en train d'affronter avec la situation de la COVID à niveau des projets internationaux? Comment vous êtes en train de gérer ces situations dans le cadre de la mobilité internationale et maintenant qu'on est dans cette période de pandémie? Je peux répondre, si vous voulez. Donc, la plupart des programmes européens ont été reportés, en fait. Il n'y a pas eu d'annulation. Donc, tous les projets portés par nos structures associatives ou nos partenaires européens n'ont pas été annulés, mais ont été décalés à cette année. Donc, cette année, on a beaucoup plus de travail encore que d'habitude. Et il existe des nouveaux types de mobilités qui sont mises en place, qui sont les mobilités virtuelles ou les mobilités hybrides. Donc, on espère que c'est temporaire.
Mais effectivement, parfois, sur par exemple une mobilité qui va durer 3 mois, 6 mois, il y a une première partie, ou d'ailleurs une dernière partie en fonction du moment du Covid, en virtuel. Donc, soit de chez soi en France pour une première partie, soit de l'étranger, de son lieu de résidence à l'étranger en visio. Voilà. Donc, c'est virtuel ou hybride. Virtuel, c'est-à-dire quand on est en France et qu'on fait une pseudo-mobilité dans une association ou dans une entreprise européenne, on va dire, soit hybride, quand on se déplace à l'étranger, mais on reste confiné à l'étranger et donc on travaille en visio de l'étranger, pour l'étranger. Est-ce que j'ai été clair, moyen? Oui. Vous avez bien complété. Ouais. Oui, voilà. Sur l'individuel, ce qu'elle dit Marion, oui, c'est possible. C'est plus facile de gérer une mobilité individuelle en période de pandémie. Et Oui. donc, on a maintenu, pas comme avant, on a pu faire partir, particulièrement en Europe, selon les frontières, ouverture, fermeture, voilà, on s'est adapté, c'était le jour. Et puis, sur le collectif, par contre, ce qui fait pour ce qu'on a fait, enfin, moi, je parle de l'expérience qu'on a eue. Par exemple, cet été, au mois de juillet, on n'est pas sûr, mais quand même, on va louer un lieu. Et dans ce cadre-là, on va loger avec les Français, les Allemands, ils vont faire la même chose, les Marocains vont faire la même chose, les Italiens la même chose. Ce financement est partagé. On va se connecter le matin par visio, faire une petite animation, bonjour, comment ça va, tout ça. On part sur le même programme dans la journée, visite de la ville, atelier, poterie, je ne sais pas, voilà. Et le soir en visio, comparaison des résultats en petits groupes, voilà, sur Zoom. Donc, on n'est pas toute la journée sur Zoom, ça ne marche pas avec les jeunes et particulièrement les jeunes avec moins d'opportunités qui englobe beaucoup de jeunes, hein, parce que moins d'opportunités veut dire, pas dire seulement le côté économique, ça peut dire aussi culturel, la peur de partir, voilà, l'opportunité, elle est très large. Et donc, voilà, il y a ce type de ce qu'on appelle mixte et qui a fonctionné, l'Europe maintient 35% du budget pour le faire. Si on a, par exemple, 10 000 euros, donc on peut utiliser 3 500 euros pour faire cette forme-là. Et des fois, sans hébergement aussi, c'est possible, si les jeunes acceptent. Voilà, et les familles aussi. Voilà, donc ça a été mis par l'Europe aussi, par l'OFAGE en particulier, qui accepte les hébergements et tout ça, et qui donne un budget un peu plus important que l'Europe. Donc, il y a et je trouve ça bien parce que tout simplement, on a gardé le lien en attendant qu'on puisse partir. Voilà, c'est aussi ça. Voilà. Et je reviens sur la mobilité du coup individuelle en période de pandémie et particulièrement en Europe. Les frontières européennes sont ouvertes, le droit à la formation est maintenu, à l'emploi aussi. Et donc les déplacements en Europe, que ce soit aussi bien pour du stage ou de l'emploi, n'ont jamais été stoppés. En fait. Voilà, on a toujours continué. Ok, merci beaucoup Marion pour ta réponse. Et aussi, par rapport aux corps européens de solidarité et Erasmus Plus 2021-2027, il y a des projets, des initiatives futures que vous avez déjà prévues, que vous êtes en train de travailler sur ce programme, j'imagine. Donc, c'est une question sur s'il y a déjà des projets, des initiatives futures en train de se développer dans votre structure dans le cadre des nouveaux programmes 2021-2027. Je n'ai pas suivi. Est-ce qu'on a des nouveaux projets, des nouveaux programmes? Oui, j'interviens rapidement. Donc, du coup, là, au nom de la structure dont je suis directrice, Parcours le Monde Sud-Est, travaille particulièrement avec un public jeune Nice. On a un partenariat très fort avec Pôle emploi PACA. Donc là, on a toujours des bourses de stage, une centaine de bourses de stage par an, des stages de 1 mois à 6 mois. Le critère est d'être demandeur d'emploi, d'avoir plus de 18 ans dans la région sud et d'avoir un projet professionnel émergent et dont la mobilité pourrait être un levier.
On est en train aussi de travailler avec Pôle emploi PACA dans le cadre d'un programme Maritimo Interreg pour accompagner les jeunes demandeurs d'emploi au travail transfrontalier avec l'Italie, particulièrement dans le cadre des filières bleues et vertes. Et on continue aussi à travailler avec le Corps européen de solidarité pour l'envoi de jeunes JAMO, NITS, donc dans différents pays européens pour des volontariats court terme. Et comme le disait Rafik, on continue les échanges interculturels. On en a une dizaine, mais au niveau des mobilités de groupe, ça reste quand même toujours assez instable. Et donc, on continue à travailler. On espère que ça va se décanter pour juillet-août, mais il n'y a encore rien de certain. Idem, nous avons beaucoup d'offres aussi. Il ne faut pas hésiter à contacter directement la CAMI ou les associations. On ne va pas les étaler là, mais c'est beaucoup de possibilités d'offres. En individuel, c'est plus facile qu'au collectif. Et puis, je pense qu'aussi, toutes nos structures ont acquis une expérience sur Erasmus+, qui permet aussi de toucher à d'autres fonds. Bon, déjà, les partenariats stratégiques Erasmus+, qui sont quand même des projets de beaucoup plus grosse envergure. Et puis, d'autres financements. Marion, tu citais Maritimo. Je pense il y a le FSE. Enfin, bon, il y a d'autres financements européens aussi qui permettent de s'agréger autour de la mobilité pour toujours mieux toucher les JAMO, les NITS, et puis avoir un accompagnement beaucoup plus suivi aussi au retour pour les aider à construire un projet professionnel et à vraiment utiliser la mobilité comme tremplin pour ce projet professionnel. Merci beaucoup pour votre réponse. Et aussi, on va y aller à notre question qu'on a reçue. Par rapport aux valeurs ajoutées à niveau des programmes de la mobilité internationale. À niveau des participants, c'est quoi les valeurs ajoutées pour les participants de faire des programmes Erasmus+, mais aussi pour les structures d'accueil? C'est quoi cette valeur ajoutée qu'on peut voir dans ce programme de mobilité internationale, Corps européen de solidarité, Erasmus+? Je ne sais pas qui veut y aller. La mobilité internationale déjà permet de gagner énormément en fonction des publics, mais en autonomie, je pense, en ouverture d'esprit, c'est indéniable. Après, en fonction des missions, que ce soit en volontariat ou en stage, la mobilité et l'expérience permettent de développer donc, des savoir-être, tout simplement, des compétences transversales, comme par exemple, évidemment, l'acquisition de langues, et après, des compétences spécifiques en fonction des missions dans le cadre du volontariat ou du stage effectué. Je ne sais pas si ça répond. Après, pour les structures d'accueil, je vais peut-être laisser Rafik qui est structure d'accueil. Moi, je dirais que cette question dépend des publics. Il y a des choses qui sont visibles directement sur des publics. Les publics qui n'ont jamais mis le pied dans un avion, dans un train. Si le programme est bien construit, de retour, on voit directement le petit changement. Et s'il continue, c'est encore… Il y a des publics qui sont habitués à la mobilité, ils sont exigés en termes de contenu et de programme. Et là, il faut avoir du répondant en face. Et il faudrait vraiment construire un programme qui répond à des attentes. Ce qu'on a écrit doit être réalisé. Et ça, des fois, on a aussi des publics qui sont exigeants. Et il y a des enquêtes européennes qui sont sur les impacts à long terme et à court terme des projets de mobilité internationale de jeunes. Et ces impacts, ils sont tous unanimes. Comme quoi, les compétences développées dans un projet de mobilité internationale éducatif bien construit avec des programmes clairs ou des méthodes d'éducation non formelle, c'est des impacts très positifs sur la jeunesse en termes d'autonomie, de confiance en soi, de changement de parcours, voilà. Et ça, c'est hyper important. Et ces études, on les trouve facilement sur Internet. La Commission européenne a fait aussi des études et ils sont indiscutables parce que ça a été des études empiriques, des questionnaires avec des échantillons de public choisis dans différentes classes de la société. Et puis,
qui sont très intéressants pour écrire un projet, par exemple, ou pour justifier un projet auprès des politiques, des collectivités locales ou auprès des structures et des conseils d'administration. Parce que des fois, la résistance vient plus du financement complémentaire pour faire un échange parce que ça coûte cher, et des conseils d'administration, des associations, des fois qui disent « mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on voyage? Pourquoi ?» Voilà, donc voilà, c'est un petit peu plus ça. Ces études, ils sont là pour ça, pour justifier le projet. Il y a toute une littérature scientifique sur les impacts très concrets en termes de rapidité d'insertion professionnelle, d'évolution de carrière, de salaire, dont la mobilité internationale a effectivement un impact là-dessus. Et donc, l'enjeu vraiment, c'est de leur rendre accessible à tous. Et c'est pour ça qu'on travaille en destination de ces publics germaux, NEET, pour que ce ne soit pas réservé à une, entre guillemets, élite qui aurait la chance de faire des études supérieures et que ça puisse vraiment aller à tout le monde et pas que aux diplômés, à aussi ceux qui sont dans des situations plus précaires. Je confirme au niveau scolaire, tout ce que vous venez de dire, c'est exact, c'est vérifié au sein de nos élèves, de notre groupe d'élèves. Il y a la confiance en soi, c'est vrai, qui est énorme pour eux parce que parfois, effectivement, ils n'osent pas. Et là, pour la première fois, on les a un peu poussés, mais ils ont osé et ils se sont aperçus que c'était possible. Et donc, on pouvait participer à des réunions avec d'autres jeunes, communiquer, échanger. Et je pense que ça, c'est primordial. Après, il y a aussi l'apprentissage de la langue, parce que c'est vrai que indéniablement, sans l'anglais, c'est compliqué. Et donc, grâce à cette langue, ils vont pouvoir communiquer et donc améliorer leurs compétences en langue étrangère. Maintenant, au sein d'un établissement scolaire ou d'une association, je pense qu'aussi l'image de la structure change un peu. Quand on se lance dans des projets européens, un petit peu comme nous on a fait, on est perçu différemment, à la fois par les collectivités locales, par les partenaires, par les maîtres de stage, puisqu'on a beaucoup de maîtres de stage, par les journaux locaux aussi. Maintenant, on a des relations assez régulières avec eux. Et voilà, ça participe aussi à l'image de l'association ou de l'établissement scolaire, comme c'est le cas pour nous. Et ça, parfois, facilite après d'autres projets uniquement parce qu'on a participé à des projets européens. Et je voulais juste rajouter une chose, c'est que pour faire l'Europe, il faut faire rencontrer les citoyens, tout simplement. L'impact numéro 1, c'est ça. Ce qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de fake news là, qui circulent, surtout en cette période. Et le moment, c'est le meilleur moment, c'est-à-dire après cette pandémie, de faire rencontrer un maximum de citoyens et pas automatiquement les diplomates ou les politiques. Voilà, c'est les citoyens, il faut qu'ils se rencontrent, tout simplement. Et ça, ils auront une idée de l'Europe. Qu'est-ce que c'est l'Europe? Et ça, c'est important. C'est l'impact numéro 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on est presque à la fin, mais aussi, j'aimerais vous informer aussi qu'il y a une question dans les chats pour demander les contacts du lycée Saint-Dominique, parce que cette personne demande d'avoir les contacts pour avoir la possibilité de vous contacter plus tard. Donc, si pour vous c'est possible de partager ce contact pour Philippe, non? Si sera possible de partager ce contact avec le public, de cette façon, cette personne peut vous contacter pour vous poser plus de questions ou pour discuter avec vous. Voilà. Merci beaucoup, Sergio, pour les questions. Merci à tout le monde pour vos réponses également. Donc, tout au long de ce débat, on a pu voir que toutes les nouveautés des programmes Erasmus+, et Camp-Européen de Solidarité, le panorama aussi des opportunités à la fois pour les jeunes et les professionnels offerts par ces programmes-là. On a eu également une présentation exhaustive des opportunités de mobilité dans notre région et le fonctionnement de projets de mobilité internationale et d'échanges interculturels dans des milieux défavorisés. Et également, on a vu la possibilité de la mobilité internationale, même en période de Covid. Et on a enfin parlé de la mobilité des lycéens dans le cadre du programme Erasmus+. Et donc, pour conclure, je dirais que ces programmes, comme certains peuvent le penser, ne sont pas uniquement destinés aux étudiants, mais bien aux lycéens, aux professionnels, aux jeunes, et peu importe leur formation et leur milieu.
Donc, en soi, faire une mobilité internationale, c'est une opportunité pour tout le monde et c'est une vraie ouverture sur le monde et une vraie expérience de vie, comme on l'a vu tout au long de ce débat. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et je pense qu'il est temps de clore le débat que nous avons été ravis d'organiser avec vous. N'oubliez pas, pour les participants, que vous pouvez suivre d'autres débats thématiques comme celui-là en vous inscrivant sur la plateforme ensemble.eu et que si vous avez des questions et des thèmes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, n'hésitez pas à nous écrire, on vous renverra vers nos intervenants et vous aurez vos réponses précises. Je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi à tous et merci et j'espère que vous nous reverrez bientôt pour d'autres événements. Merci. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.